Bonjour à tous, merci Géraldine, merci Alexandre. Alors j'ai l'honneur d'ouvrir cette conférence qui va se dérouler en 4 temps. Donc on va avoir une première vue stratégique par Eric et ensuite un regard plus académique par Valérie Zetoun. Et avant d'avoir les réactions donc, de Pauline Léniaud, fondatrice de Gemio, et de Catherine Spindler, qui nous fait l'honneur d'être ici pour réagir à ce qu'on va dire ce soir. Mais avant, commençons par quelques chiffres pour planter un peu le décor. On va tenter d'objectiver et de donner une base à la réflexion qu'on va pouvoir avoir par la suite. Une première question, y a-t-il dissonance? Alors c'est une question qu'on est nombreux à se poser. Les résultats du premier semestre n'ont pas forcément été à la hauteur des dynamiques dont Alexandre parlait du luxe ces dernières années. Et on peut y voir le signe d'une conjoncture, d'un arbitrage économique, le fait qu'on fasse des choix sur des produits plus accessibles plutôt que des produits de luxe. Mais est-ce la seule raison et la seule explication à cette tendance plutôt négative de beaucoup de maisons du luxe cette année? Donc on va essayer de trouver des symptômes qui viennent mettre le doigt sur cette dissonance. Est-ce qu'elle n'est pas un peu plus profonde que conjoncturelle sur le rapport qu'on peut avoir au luxe? Alors, on a la chance chez Ipsos de faire beaucoup d'études de marques. Et au cours des 10 dernières années, par exemple, on a à peu près 500 000 observations de marques, de mesures de marques dans le monde, au cours des 10 dernières années. Et dans le monde, c'est tous les pays, 80 pays, plus de 80 pays. Donc on a essayé de regarder cette base et de voir ce qu'on pouvait y trouver. Alors sur les 500 000 marques, la bonne nouvelle, c'est qu'on avait à peu près 20 000 marques qu'on a pu coder comme étant des marques de luxe. Ce qui nous a permis de faire une moyenne, un focus sur ces marques de luxe et de comparer ce qu'on observait, ce qu'on mesurait ces 10 dernières années par rapport aux autres marques. Et les résultats ont montré quelque chose d'assez probant. Si on regarde, on prend à partir de 2020. Si on regarde de 2020 à 2023, on a une considération des marques de luxe qui a significativement augmenté. Ça, on l'a vu dans les ventes, dans le succès du secteur du luxe, on est passé de 22, 26, 28%. C'est-à-dire que 28%, en moyenne, toutes catégories confondues, ça peut être des catégories de l'automobile, de la beauty, du service, du retail, du FMCG, et on voit que 28%, quasiment un peu plus d'un quart des individus considèrent systématiquement au moins une marque de luxe quand ils considèrent un achat pour une catégorie. Ce qu'on voit quand même en 2024, c'est quelque chose d'assez significatif, puisqu'on a une baisse de 10 points, une vraie chute qu'on n'avait pas observée par le passé. Donc c'est une donnée un peu nouvelle, on n'avait encore jamais regardé l'ensemble du luxe sur ce scope-là, et les premiers résultats montrent quelque chose d'assez fort. On a regardé par région, pour savoir si c'était plus fort ou moins fort en fonction des régions et des pays. Et ce qu'on voit, c'est que ce chiffre et cette baisse, on la retrouve dans quasiment toutes les régions du monde. En APAC, en EMEA, en LATAM, en MIE et aussi en Amérique du Nord, même si c'est dans une moindre mesure. Ce qu'on voit d'ailleurs, c'est que plus la considération s'est envolée, c'est le cas par exemple du Middle East, on voit que la chute a été d'autant plus brutale en 2024, avec une considération vraiment en baisse de façon significative. Donc ça, c'est la considération. On va un peu plus loin dans nos études, puisqu'on mesure quelle est la relation que chaque consommateur entretient avec les marques. Et cette mesure, on a deux mesures pour le faire. On va regarder la relation d'un point de vue fonctionnel, c'est ce qu'on appelle ici la brand performance, et vous voyez, ce sont des notes de 0 à 10. Donc on voit que la brand performance, depuis 2015, c'est quelque chose qui caractérise le luxe. Donc ça, c'est uniquement les résultats des marques de luxe. Et on voit que les marques considérées ont toujours un haut niveau, en tout cas de perception de la brand performance. Une autre mesure, qui est la brand closeness, ça c'est la proximité que chaque individu déclare avoir par rapport aux marques. Donc on pose la question assez simplement, vous voyez à droite, où on leur demande de se situer par rapport à la marque, avec un petit cœur qui grossit en fonction de si on est très proche de la marque ou pas proche. Et on voit que cette brand closeness, elle n'a eu de cesse de monter depuis 10 ans. On est parti quand même à des niveaux assez bas, puisque le luxe était principalement reconnu pour sa capacité à offrir des marques et des produits performants, mais une closeness qui n'était pas forcément évidente, une proximité. D'ailleurs, il y avait aussi pas mal de distance entre les marques de luxe et les consommateurs.
Mais en 10 ans, on voit que cette progression et cette proximité n'a eu de cesse de grandir. On a un lien émotionnel, un lien entre les consommateurs et les marques de luxe qui s'est créé. Donc là encore, on est sur toutes les catégories. Ça s'arrête en 2023. Si maintenant on regarde ce qui se passe depuis 2024, eh bien on voit que ça va au-delà d'une simple considération. On voit que c'est la relation que les consommateurs entretiennent avec la marque qui commence à changer. Et c'est une tendance qui s'est d'ailleurs amorcée dès 2022, puisque depuis 2022, on voit le phénomène inverse, une forme de distanciation entre les consommateurs et leur relation aux marques de luxe. Donc à cette question, y a-t-il dissonance ? On a un élément de réponse, un symptôme en tout cas, qui montre que la proximité, qui était le fer de lance, ou en tout cas ce sur quoi les marques ont construit beaucoup de leur succès ces dernières années, et bien depuis 2 ans, 3 ans, tente à suivre le chemin inverse. Alors forcément, c'est une donnée, on a envie d'en savoir beaucoup plus, et on a eu envie d'en savoir beaucoup plus, et c'est pour cette occasion qu'on a lancé une étude de grande ampleur, puisqu'on a lancé l'étude en France, en Chine, aux USA, pour voir quelle était justement cette aspiration au luxe, qu'est-ce qui se passait. Est-ce que les individus avaient plus envie d'acheter du luxe de manière générale ou moins? Mais je n'en dis pas plus et je laisse Valériane nous dire et nous montrer les résultats de cette étude. Merci Arnaud. Je vais peut-être cliquer parce qu'il y a un petit OK là sur l'écran de contrôle qui... Très tactile. Non. Bon, ça n'a pas l'air de fonctionner. Bon, merci. Donc en fait, on va voir au travers des résultats de cette étude que la dissonance, la luxe dissonance, elle est moins liée à une baisse du désir de luxe, mais plus à une discordance entre ce qu'attendent les clients et ce que proposent les marques. Alors, quelques précisions rapides sur cette étude. Il s'agit d'une étude qu'on a menée première semaine de septembre sur 3 pays, France, US et Chine, auprès d'un échantillon de 1500 personnes, 500 personnes par pays. Et c'est une étude qu'on a menée auprès du top 30, c'est-à-dire des 30% des plus aisés dans chacun des pays. Alors, premier enseignement, premier constat qui va mettre peut-être un peu de baume au cœur dans ce contexte un peu peut-être incertain de la rentrée, c'est que le désir de luxe reste fort, il reste vivace, hein, puisqu'en fait on a demandé aux gens, est-ce que vous avez plus ou moins envie d'acheter des produits de luxe par rapport à avant? Et en fait, on voit que l'envie d'acheter l'emporte largement dans les 3 pays. 33% en France, de gens ont plus envie, 40% aux États-Unis, 34% en Chine. Et en fait, ce qui est intéressant surtout, c'est de voir le delta par rapport à ceux qui ont moins envie, puisqu'on a un delta de 10 points par rapport à ceux qui ont moins envie. Phénomène encore plus intéressant, c'est que le désir de luxe est plus fort chez les jeunes, chez les moins de 34 ans. Comme vous le voyez, notamment aux US, hein, on a 65% des moins de 34 ans qui ont plus envie de luxe, alors qu'ils ne sont que 27% sur la classe d'âge supérieure. On a une tendance similaire en France. Sur la Chine, le désir de luxe est plus réparti transversalement aux générations. Alors pourquoi c'est important que les jeunes se projettent positivement dans le luxe? Évidemment parce que c'est un réservoir de clientèle important pour vous, pour les maisons. Et puis c'est aussi, je trouve que ça tord le cou à l'idée parfois répandue que les jeunes générations sont un peu décroissants et peuvent être un peu cyniques par rapport au secteur. Alors, quels sont les drivers de ce désir de luxe? Alors, c'est des choses, c'est pas révolutionnaire ce que je vais vous montrer, hein, c'est des données que vous connaissez déjà, que vous avez déjà en tête, mais je trouve que c'est toujours intéressant de refactualiser les données avec des insights avec des datas récentes. Donc, le luxe fait toujours rêver 67% des Français. Le luxe est un reward, une manière de me récompenser pour 84% des Américains. Et le luxe est un booster de l'estime de soi, 85% en Chine. Donc on voit que les fondamentaux du luxe restent quand même très solides.
Alors, dans ce contexte, pourquoi est-ce que les gens, malgré tout, achètent moins et pourquoi est-ce qu'on constate ces dissonances alors qu'il y a toujours un désir de luxe qui est présent? Alors, la première dissonance, en fait, on est allé l'analyser, la regarder d'un peu plus près chez les gens qui nous ont dit « j'ai moins envie d'acheter du luxe ». Et on va voir que chez ces distants, en fait, les points d'achoppement, c'est le rapport à l'argent et le sens qui sont questionnés. Ce que l'on a fait, en fait, c'est qu'on a analysé les réponses à la question ouverte chez ceux qui nous ont dit avoir moins envie d'acheter du luxe. On l'a fait avec Ipsos Facto, notre IA chez Ipsos. Et en fait, on a réussi à identifier différents facteurs de distanciation. Le premier, ce sont des motifs économiques et financiers qui sont très très dominants, 60% en France, jusqu'à 80% en Chine. Alors qui s'expriment de façon parfois un peu différente. Vous voyez, en Chine, on nous dit l'économie est morose, les revenus baissent, trop d'instabilité, ça réduit l'envie d'acheter du luxe. Et aux États-Unis, c'est plus la question de l'augmentation des prix, des price tags, et puis le fait que, dans l'anticipation aussi de l'augmentation des tarifs douaniers, et puis le fait que finalement, est-ce que l'article de luxe que je vais acheter est toujours aussi luxueux qu'avant. Donc ça, c'est le premier bloc, le premier facteur de distanciation. Puis il y a un deuxième bloc qui porte plus sur le sens. Donc on a sentiment de superficialité, de futilité, mes valeurs ont évolué, ma situation personnelle aussi, perte d'exclusivité, de prestige, et puis en dernier lieu des considérations éthiques et sociales. Alors ça, c'est la première dissonance. Dissonance numéro 2, c'est la tension entre prix et valeur. Alors là, on met le doigt sur une question importante pour les clients du luxe. C'est comment gérer la frustration d'une désirabilité qui se brise sur le mur de l'augmentation des prix. Et là, on a des chiffres qui sont très parlants sur le fait que le luxe est devenu trop cher, globalement. 77% des gens en France nous disent que les prix du luxe sont trop élevés et déconnectés de mes priorités actuelles. Et 73% aux États-Unis trouvent les prix du luxe trop élevés par rapport à la qualité réelle des produits. Alors, premier constat, ce qui est intéressant, c'est de voir que la France et les États-Unis sont assez alignés. En Chine, la perception, les chiffres sont un peu plus bas. On est à 42 et 43% sur ces deux questions. Ce qui ne veut pas dire que le prix ne soit pas un sujet en Chine, parce que c'est quand même relativement élevé. Et je ne suis pas certaine qu'il y a 10 ans, on aurait eu ces niveaux de chiffres sur la Chine. Un autre point que j'ai trouvé intéressant de noter, c'est qu'on a plus d'un jeune Français sur 2 qui nous dit avoir été déçu parce qu'il a appris sur la fabrication des produits de luxe. Donc ça en réfère à toutes les vidéos sur TikTok qui sont particulièrement vues par les moins de 34 ans et qui peuvent avoir porté atteinte à l'image de qualité des produits. Je terminerai juste par ce verbatim qu'on a trouvé bien, qui est « Je veux bien qu'un produit de qualité coûte un certain prix, mais parfois on atteint la démesure ». Et c'est vraiment à cette démesure que les clients appellent à plus de mesures, parce que ce qu'on voit vraiment à travers ces données, c'est que les prix du luxe ont dépassé un seuil psychologique acceptable. Dissonance numéro 3, elle est plus spécifique à la Chine. C'est une tension entre le désir et la peur de s'afficher. Ça, c'était vraiment frappant de voir le côté glow-up reste quand même toujours très fort en Chine. C'est en Chine qu'on a le taux de réponse le plus élevé à cet item. Le luxe me permet de m'affirmer et d'exprimer qui je suis, pour 85% de la cible. Et en même temps, j'évite de m'afficher avec les marques de luxe, 57%. Alors, est-ce que c'est lié au contexte politique ? Est-ce que c'est lié à plus de subtilité dans le décodage, dans
dans la compréhension des codes du luxe, probablement des deux, mais je pense aussi que si on avait fait cette étude il y a quelques années, on n'aurait pas eu 57% de Chinois qui seraient dans cette approche beaucoup plus low profile, si j'ose dire. Et dernière dissonance, alors là c'est une dissonance qu'on va décrire comme intracatégorielle, c'est-à-dire en fait c'est le déplacement. Quand j'ai de l'argent, qu'est-ce que j'en fais, comment je le dépense. Et alors on s'est amusé dans notre étude à faire un petit exercice et on a dit aux gens, imaginez que vous ayez une somme de 5 000 € à dépenser pour vous faire plaisir, et qu'est-ce que vous préférez entre un sac ou un bagage emblématique d'une grande marque de luxe ou un séjour avec vos proches dans un lieu d'exception. Eh bien, c'est le séjour qui gagne très largement, à 86% en France. Les chiffres sont quasiment identiques aux États-Unis. Ils sont un petit peu plus équilibrés en Chine, bien que l'expérience l'emporte. Et puis, quand on demande entre un vêtement d'une grande marque de luxe ou un bijou ou une pièce de joaillerie d'une grande marque, eh bien c'est le hard luxury qui l'emporte également, à 79%. Et donc moi, ce que je retiens de cela, c'est que finalement, le luxe a tendance à se déplacer vers le vécu et le patrimoine, c'est-à-dire vers la valeur d'investissement. Alors, dans ce contexte où on voit ces dissonances, eh bien évidemment, il est important de retrouver de la résonance et notamment de voir comment est-ce qu'on peut construire les conditions d'une désirabilité qui dure. Et on y reviendra tout à l'heure avec Arnaud sur la notion de résonance. Et donc, en fait, on a posé dans notre étude, pour terminer, quelques questions sur qu'est-ce qui vous donnerait envie de revenir, enfin, d'acheter du luxe, et qu'est-ce qui créerait de la préférence en faveur d'une marque. On a sélectionné 4 items qui nous ont paru intéressants. Le premier, une marque qui valorise l'artisanat d'excellence et les métiers d'art. Vous voyez, 88% en France, et puis les chiffres sont vraiment très très forts sur les 3 pays. Une marque dont les prix sont en cohérence avec la qualité réelle. Je me réfère à ce qu'on a vu tout à l'heure, 84% en Chine. Un produit iconique et intemporel qui ne se démode pas avec le temps, c'est ce qu'on a vu également, c'est vraiment on est prêt à investir, mais plutôt dans quelque chose qui va traverser, qui va même se transmettre, 84% aux US, et l'expérience, une marque qui me donne le sentiment d'être reconnue et valorisée en tant que client. Vous voyez, c'est très fort également. Et ce n'est pas mes collègues de BVA qui sont très spécialisés dans le mystery shopping qui vont me démentir. On sait que c'est une dimension clé dans l'expérience du luxe, 84% aux US. Donc, voilà un peu le panorama de la dissonance et donc des pistes de résonance du point de vue des clients du luxe. Je vais maintenant laisser la parole à Éric Brionne pour approfondir de son point de vue de planeur stratégique, les causes de ces dissonances et les pistes pour une plus grande résonance avec les marques.